Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire. Je suis Christophe Rochard, chargé de mission à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, le centre de ressources sur le développement territorial. Bonjour, je suis Laurence Liégeois et je suis en charge de la cohésion et de la politique de la ville à PQNA. Alors pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, PQNA, donc c'est le centre de ressources sur le développement territorial. Donc nos missions consistent à animer des réseaux d'acteurs sur le développement territorial, à les accompagner et à les outiller dans la compréhension et le déploiement des politiques publiques, et en particulier des politiques publiques en direction des territoires les plus vulnérables, et notamment les quartiers politiques de la ville. Christophe, quelques éléments de contexte sur la séquence d'aujourd'hui? Oui, un mot sur le contexte des politiques publiques. Donc l'État a rendu public en janvier 2023 son plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Et puis dans le même temps, 2023, c'est l'année où les contrats de ville sont en cours de renouvellement. Donc ce sont deux éléments de politique publique qui singularisent ce contexte, et c'est dans cette situation que donc on a lancé ce cycle sur la lutte contre les discriminations. Donc nous démarrons aujourd'hui un cycle qui vise les objectifs suivants, c'est de sensibiliser les élus et les professionnels sur la lutte contre les discriminations, c'est d'aider les acteurs à se saisir des politiques publiques qui existent aujourd'hui, c'est de leur donner également envie de s'engager dans des démarches territorialisées. On souhaitera aussi les inspirer par de l'échange d'expériences et enfin de les outiller avec de l'apport de ressources et de méthodes. Donc ce cycle démarre aujourd'hui, va se décliner jusqu'au mois de mai-juin 2024. Nous avons 4 étapes dans ce cycle. Aujourd'hui, un premier module sur les concepts, les grandes définitions qui sont importantes à saisir avant de s'engager. Le 8 décembre, on aura une deuxième séquence sur la mobilisation des politiques publiques pour engager les démarches territorialisées. Et en 2024, au mois de mars, nous organiserons un troisième webinaire qui consistera à présenter des retours d'expérience de territoires et d'opérateurs. Et enfin, au mois de mai-juin, la séance conclusive sera une séance en présentiel. On organisera une visite sur site sur un territoire pour donner à voir une stratégie locale et engager des échanges de conduite de projet, de méthodes pour emmener tout le monde, tout ce qu'ils souhaitent, vers des démarches territorialisées. Alors, quelques petites précisions techniques avant qu'on se lance. Comme vous l'avez sans doute remarqué, vous ne pouvez pas prendre la parole. En revanche, on vous invite vraiment à réagir et à poser des questions dans l'onglet questions qui est à votre disposition en bas à droite de votre écran. Et il y a aussi le chat pour vous réagir et également partager des ressources, parce que peut-être que sur votre territoire ou dans votre structure, vous avez produit des choses qui sont pertinentes sur les sujets que l'on va aborder aujourd'hui. Donc vous pouvez aussi les partager sur cette partie chat. Voilà. Et puis par ailleurs, on mettra en ligne un replay de ce webinaire accompagné de l'ensemble des ressources qui ont été évoquées et aussi avec des supports qui nous ont été fournis par des intervenants qu'on va vous présenter dans une minute. Alors justement, Christophe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la webconférence d'aujourd'hui? Le webinaire du jour s'intitule « Les discriminations, de quoi parle-t-on ?» Donc les objectifs de cette séquence sont les suivants. De définir les discriminations, les définitions, d'acquérir des connaissances sur les différents types de discrimination et le cadre légal en vigueur, dresser un mini état des lieux des discriminations en France et avec un focus sur les discriminations à l'égard des habitants des QPV. Donc ce webinaire devrait durer à peu près 2 heures. Voilà. Et alors donc on va démarrer tout de suite, et en guise de préambule, on vous propose de visionner une courte vidéo produite par Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle « Les discriminations vues par les jeunes ». À tout de suite. Discrimination, c'est, je dirais, pointer du doigt négativement un aspect d'une personne à des fins de l'oppresser, dans l'objectif de l'oppresser. Je dirais que la discrimination, la définition avant tout, c'est l'illégalité entre les personnes.
soit en fonction de notre sexe, notre couleur de peau, notre orientation sexuelle. C'est le fait d'exclure n'importe qui en fait d'un groupe social et éventuellement de l'opprimer. Pour moi, une discrimination, c'est lorsqu'une personne, pour une raison quelconque, en fait, va subir une oppression et un rejet de la société. Et moi, les discriminations que, en tout cas, j'ai le plus étudiées sont les discriminations systémiques, comme celle du patriarcat, par exemple. Du coup, à l'occasion du 8 mars, c'est sur celle-ci qu'on va manifester, mais aussi les discriminations raciales et par rapport à la sexualité aussi. Voilà, pour moi, c'est ça. Alors une discrimination, c'est quand on met quelqu'un de côté, quand on rejette une personne de la communauté, donc de la société, en raison ça peut être de son apparence physique, de son orientation sexuelle, de ses origines, de sa couleur de peau, de son âge aussi. Et donc tout ça rentre dans ce cadre-là qu'on appelle discrimination. Ça passe par plein de violences. Ça peut être une violence aussi bien physique que symbolique ou sociale. Par exemple, les femmes qui sont payées moins que les hommes, ça s'appelle une discrimination salariale. Quand on voit que selon la défenseur des droits, les personnes noires ou arabes auraient 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police. Ça s'appelle une discrimination et d'ailleurs l'État français a été condamné en 2016 par la justice pour ces pratiques discriminatoires et pour cette violence systémique à l'égard des personnes racisées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter nos invités du jour, je voudrais apporter une précision, c'est que ce cycle de rencontres, il a été pensé et mis en œuvre avec les services de l'État, du Conseil régional et deux partenaires très très importants sur cette thématique, le Centre d'études et de formation, le Boulevard des Potes, et ARESVI, qui est l'association de recherche et d'études sur la santé, la ville et les inégalités. Je vais vous présenter nos invités. Johanna Dagor-Namet-Serrage, bonjour. Bonjour. Donc, Johanna, vous êtes chercheuse associée à l'Université de Bordeaux et co-directrice de la revue scientifique Les Cahiers de la lutte contre les discriminations. Ahmed, vous êtes directeur du Centre d'études et de formation Le Boulevard des Potes. Alors, on l'a entendu dans cette vidéo, discriminer, c'est pointer du doigt, oppresser, exclure, traiter de manière inégalitaire, nous disent ces jeunes. Johanna, qu'est-ce qu'une discrimination exactement, et peut-être que vous pouvez aussi nous dire ce que cela ne recouvre pas. Alors, je vais peut-être commencer par ce que cela ne recouvre pas. Par rapport à la précédente vidéo, beaucoup de jeunes ont évoqué la question des inégalités. Les inégalités, elles sont tout à fait discutables en sociologie comme ailleurs d'ailleurs, et elles sont reconnues par la loi. On peut tout à fait, c'est l'éthique qui ne reconnaît pas la question des inégalités sociales notamment. Ce que ce n'est pas non plus, c'est la mise à l'écart. Il a été dit également dans la vidéo qu'on peut mettre de côté, donc c'est la question de l'ostracisme qui peut être le préambule justement à des questions de violence, de harcèlement notamment, de discrimination, mais ce ne sont pas des discriminations à proprement parler dans les mécanismes. Maintenant que j'ai dit ce que ce n'était pas, je vais répondre en tant que sociologue, non pas en tant que juriste. Là, je laisserai davantage Ahmed Serrage répondre sur cette question-là. Nous parlons beaucoup de sentiments dans nos enquêtes, de sentiments de discrimination, c'est-à-dire ce que ça fait aux personnes. Nous menons avec ARESVI des enquêtes dites de victimation où on va interroger les personnes concernées pour savoir ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent et également ce qu'elles font face aux discriminations. Donc pour nous, il y a, elles peuvent ne pas être reconnues au sens juridique, mais pour autant, nous les reconnaissons en tant que amputation sur des questions de citoyenneté notamment. Ahmed, vous voulez dire un mot sur ce volet-là, les discriminations pour vous? Qu'est-ce que ça Oui, pas? c'est important de les définir d'abord parce qu'elles ne sont pas, avant de voir comment la discrimination est définie en droit, hein, c'est important effectivement d'avoir un regard et une analyse sociologique
mais comme on le verra plus tard, c'est une question de droit. Donc, souvent, on a tendance à approcher le sujet des discriminations par d'autres notions, notamment une notion forte qui est très proche des discriminations, celle du racisme. Hein, le racisme est une idéologie, certes qu'il faut combattre, certes qui est interdite par la loi, mais on peut être raciste et ne pas discriminer de la même manière qu'on peut être discriminant et non raciste. Donc, je fais relativement court, mais en tous les cas, ces deux notions-là sont des notions certes proches, mais qui ne veulent pas, qui ne signifient pas en tous les cas la même chose. Notamment, vous avez parlé, Christophe, de politique publique et de politique régionale, notamment quand on veut définir, mettre en œuvre des politiques régionales et des politiques publiques, c'est important de savoir effectivement qu'est-ce qui relève d'une discrimination et qu'est-ce qui relève du racisme. De la même manière, souvent on a tendance aussi, quand on parle de discrimination, de parler de discrimination positive. Alors nous, cette notion-là, on n'est pas très favorable à l'utiliser si on veut avoir une approche sémantique stricte de ces notions. On parle plutôt d'action positive, hein, parce que effectivement, une discrimination est quelque chose, on le verra là aussi un peu plus tard, qui est de l'ordre de la violence, de la souffrance, qui touche les individus au plus profond de leur dignité et de leur intimité. Et donc, la discrimination n'est pas la discrimination positive. De la même manière qu'elle n'est pas la diversité. Là aussi, c'est une notion, je dirais, de marketing sociologique, si on peut utiliser ce terme-là. Quand on lutte contre les discriminations, la société, effectivement, les institutions sont dans une situation de diversité, d'hétérogénéité de citoyens et de citoyennes. Mais la diversité ne peut pas être le préalable pour faire diversion des questions de discrimination. Et donc, la discrimination n'est pas la diversité. Et puis, un dernier élément, parce que c'est un élément qui ressort dans les débats du contexte politique national actuel, la discrimination n'est pas l'intégration. Les personnes qui effectivement n'ont pas acquis les codes, les normes et les valeurs de la société, on va mettre en œuvre des actions qui vont leur permettre de pouvoir acquérir ces codes et ces normes-là. Et on le voit depuis la mise en place de la loi du 16 novembre 2001, qu'effectivement, ceux qui sont discriminés sont françaises et français d'appartenance, je dirais, des immigrations ou des ailleurs. On le verra là aussi sur l'approche historique. Mais en tous les cas, la discrimination n'est pas le sujet de l'intégration. Maintenant, pour la définir d'un point de vue juridique, une discrimination, donc c'est un délit, c'est interdit par la loi. C'est important de prendre conscience que c'est quelque chose d'interdit. Le code pénal, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, 5 ans et 75 000 € si c'est des établissements qui accueillent des publics. Et puis, pour la définir, c'est un traitement. On peut discriminer étymologiquement parlé, on peut faire des choix, ça ne pose aucun problème. Mais dès lors que ces choix renvoient à un traitement différent et défavorable au regard d'un des 25 critères de la loi, on reviendra sur les critères un peu plus tard, effectivement là on tombe sous la définition juridique et sous le code pénal. Donc une discrimination, pour terminer, est un acte, est une action. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va empêcher l'accès à un droit, un bien, un service, un emploi, un logement, une salle de sport, un restaurant, un camping à une personne ou une catégorie de personnes parce que femme, parce que noire, parce qu'homosexuel, parce qu'en situation d'handicap, parce qu'habitant un territoire, on va parler des territoires politiques de la ville. Est-ce que selon vous, Ahmed, cette notion de discrimination, elle est bien maîtrisée aujourd'hui par les acteurs? Et je vais plus loin, est-ce que si jamais il y avait des confusions, qu'est-ce que ça génère comme effet finalement dans la société, voire même dans les politiques publiques? Alors, ce qu'on voit, nous, au niveau du boulevard des Potes et de notre centre d'études et de formation, c'est avec le soutien bien sûr de l'État, de la Direction régionale de l'emploi, de l'économie, du travail, du social de la région Nouvelle-Aquitaine et puis de la mission ville au niveau plus département de la Gironde, c'est que à chaque fois que les conditions sont mises en œuvre, il y a une réelle
envie de prendre conscience et de monter en compétence sur le sujet de la lutte contre les discriminations. Maintenant, la maîtrise de ce sujet-là au niveau du territoire et des acteurs du territoire, elle passe effectivement par, et on peut se réjouir du nombre de présents et de présentes à ce chat que vous avez organisé cet après-midi et de l'intérêt que portent les acteurs des territoires à cette question-là. Mais en tous les cas, la maîtrise, elle passe par une sensibilisation, une culture commune des acteurs sur le territoire. Vous l'avez rappelé, bien sûr, le portage politique, ça veut dire comment nos élus prennent conscience et portent cette question-là au niveau de leur mission et de leur responsabilité politique. Alors voilà, on a en région Nouvelle-Aquitaine une vice-présidence. Alors je crois que Catherine Ladune est présente dans le chat, qui est en charge le sujet de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, et donc la région Nouvelle-Aquitaine. En tous les cas, elle mobilise une énergie de portage, donc une sensibilisation et une culture commune, un portage institutionnel, mais aussi bien nommer les politiques régionales en matière et les politiques publiques en matière de lutte contre les discriminations. Ça veut dire que si on fait de la lutte contre les exclusions ou pour l'insertion ou pour l'intégration, et qu'on nomme cela de lutte contre les discriminations, on est un peu à côté du sujet. Et puis peut-être un dernier élément là aussi, c'est l'ancrage de cette question sur les territoires. Je crois qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a à la fois de la volonté de l'État, mais aussi des collectivités locales et territoriales, une volonté de créer les conditions. Et nous, en tant qu'association de lutte contre les discriminations depuis maintenant plus de 30 ans, nous tentons de maintenir présent ce sujet-là sur les territoires, auprès à la fois des acteurs que sont les collectivités, les associations, les services de l'État. Donc, je crois que la maîtrise de la question sur les territoires, elle passe aussi par le maintien, l'internalisation et l'ancrage de cette question auprès des acteurs sur les territoires. Alors on va revenir plus longuement sur ce qui se passe sur les territoires et qu'est-ce qu'on observe chez les acteurs. Mais Johanna Dagorn, pour terminer sur cette dimension de définition des concepts, dans cette petite vidéo tout à l'heure, là, il y a plusieurs jeunes qui ont évoqué la notion de discrimination systémique. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que cette notion de système est importante ? Elle est primordiale, je dirais même. La question des définitions systémiques, elle est non inscrite ni dans le droit européen ni dans le droit français. Il faut quand même savoir qu'elle est inscrite parallèlement dans le droit canadien et américain. Avant de développer la question des discriminations systémiques, la question du droit également en France, elle pose question aussi sur les discriminations intersectionnelles, c'est-à-dire que lorsque vous portez plainte ou lorsque vous saisissez la défenseur des droits, vous ne devez uniquement cocher un seul critère de discrimination, alors que dans la plupart des enquêtes que nous menons, d'autant plus dans les territoires qui sont péjorés, on ne n'est pas que femme, on est une femme voilée, on est une femme en surpoids dans l'espace public, en situation de handicap. Donc on a, on va dire pour être optimiste, une forte marge de progression en France de ce côté-là. Donc maintenant, je vais revenir sur la question des discriminations systémiques, c'est-à-dire qu'en fait, elle remet sur quelque chose de davantage structurel. On est sur ce qu'on pourrait appeler, vous aurez la définition qui sera envoyée à la suite, une reconnaissance formelle dans le cadre dans lequel peut émerger un risque de discrimination et de manière structurelle. On n'est pas dans une approche libérale et individuelle des discriminations. Et d'ailleurs, c'est complètement logique parce que dans la plupart des enquêtes que nous menons à RSVI, on pose toujours la question, pour vous, les discriminations, est-ce qu'elles sont un traitement entre deux personnes, systémiques, etc., en donnant la définition. Et on a de moins en moins de personnes qui nous répondent que c'est une question entre deux individus. Donc en plus, il serait important de les prendre de plus en plus en compte, même si, hélas pour l'instant, le droit français ne le prend pas. Donc on est bien sur des conséquences indirectes et sur des manifestations globales. Je prends l'exemple en France qui est extrêmement problématique sur la question des discriminations croisées, c'est la question de l'orientation scolaire.
et des systèmes, et on est bien sur des discriminations systémiques. À un moment donné, on va orienter tel ou tel élève en fonction de ses origines réelles ou supposées, de son sexe, y compris les origines sociales, quand on est sur la question des discriminations systémiques, mais pour autant, les orientations sont légales. En fait, on le voit également en lien avec l'effet de société pour le plafond de verre, par exemple, pour les femmes cadres, ou le plancher collant pour les femmes issues de l'immigration qui restent dans des métiers du care, mais sous-payés malgré les qualifications, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit. Et pour terminer sur le fait de... c'est important de prendre la question du système, sinon on a de plus en plus dans nos enquêtes, et Ahmed Serraj vous parlait de la question de l'idéologie raciste. On a une idéologie raciste stable qui augmente aujourd'hui en France, et des personnes qui se disent victimes de racisme anti-blanc et qui vont justifier cette question pour eux-mêmes tenir des propos extrêmement racistes. Alors oui, dans les exemples, on peut avoir des moments où on peut se retrouver, pour reprendre les termes, ostracisé dans un lieu donné, mais en tout cas, le fait d'être blanc ne fait pas système, parce que justement, le fait d'être blanc ne peut pas empêcher d'avoir un logement, ni même un emploi. On parlera peut-être des territoires ensuite, mais avec des sentiments parfois de relégation, mais dans des personnes qui sont de toute façon dans des situations de relégation sociale, quelle qu'elle soit. Ahmed Serraj, est-ce que vous pouvez, parce que vous avez évoqué l'un et l'autre cette notion de critères, mais sans vraiment rentrer dans le détail, est-ce que vous pourriez éclaircir ce point-là? Qu'est-ce que sont ces critères? Combien il y en a? Et puis, comment ils sont définis? Alors peut-être juste, si vous le permettez, 2 mots sur la question des discriminations systémiques. Johanna Dagorn vous l'avez rappelé, les discriminations en droit, il y en a 2, la directe et l'indirecte. Et en fait, la discrimination systémique est une notion plus d'ordre sociologique. Mais il n'empêche que l'origine même de la loi du 16 novembre 2001, elle est prise dans une approche systémique de la discrimination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les études qui ont été faites à ce moment-là pour en amont de la loi viennent constater que notre société, nos institutions, dans leur représentation, leur perception, leur comportement, produisent et coproduisent de la discrimination. On a des diplômes où il n'y a que des filles, il y a des diplômes où il n'y a que des garçons. L'Assemblée nationale, le Sénat, la région, le département, la mairie, à une époque, c'était majoritairement des hommes. Et donc, la question de la discrimination systémique, effectivement, elle n'est pas d'ordre juridique, mais elle est quand même à prendre en compte dans la vision et la perception des politiques publiques et des politiques régionales. Parce qu'en fait, c'est là où on peut faire levier pour répondre et corriger, si tant est, la question des discriminations systémiques. Maintenant, sur les critères, alors les critères, en 2001, il y avait 16 critères. Aujourd'hui, il y en a 25 et le droit se nourrit et s'enrichit aussi en fonction de l'évolution des questions sociétales. Par exemple, en 2001, il n'y avait que le critère du sexe pour identifier, repérer les discriminations subies par les femmes, et on s'est rendu compte que ce seul critère-là n'était pas suffisant, notamment sur la question de l'état de grossesse, quand des femmes reviennent au travail et comment elles sont placardisées ou rétrogradées, etc. Le lieu de résidence est un critère qui est venu assez récemment, de par là aussi un travail fait par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et la mairie de la Courneuve. La vulnérabilité économique, on va l'évoquer parce qu'on va parler aussi des quartiers politiques de la ville et des territoires ruraux. La vulnérabilité économique est un critère qui a été fortement porté et défendu par ATD Carmande. Donc on a aujourd'hui 25 critères. On a encore des situations qui sont illégitimes, mais légalement on peut rien faire contre en matière de droit et de lutte contre les discriminations. Et puis on va joindre à ce webinaire un document plus complet qui reprend la situation des 25 critères. En tous les cas, dans les questions sociétales, il y a certes des évolutions, mais il y a ce qui est illégitime et légal, et ce qui est légal
illégal et légitime. Et donc l'évolution des critères, elle est toujours prise dans cette tension-là et dans ce prisme, dans ce qui est légal et illégitime et légitime et illégal. J'ai une petite question complémentaire sur ces critères. Les derniers ont été rajoutés en quelle année? 2016, 2000, assez récemment. C'est une notion donc finalement qui évolue. Est-ce que selon vous, en 2023, il y a des angles morts aujourd'hui sur les discrets et on aurait besoin de rajouter dans les prochaines années 2 critères? Je pense à l'écologie, les transitions écologiques qui apportent une nouvelle dimension dans les problématiques de notre société. Est-ce qu'aujourd'hui, ces 25 critères vous semblent exhaustifs et bien recouvrir tout ce concept, où il y aurait besoin peut-être d'ouvrir des chantiers sur des angles aujourd'hui impensés? Nous, à Resvi, on avait fait un ouvrage avec Ville et banlieue sur la question et on y tient fortement de la péjoration territoriale. On aimerait bien, il y a le lieu de résidence, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que dans toutes nos enquêtes, on vient de terminer une enquête en Seine-Saint-Denis sur les discriminations. C'est absolument abominable. Le fait d'habiter en Seine-Saint-Denis, indépendamment même des critères de discrimination individuelle, font des empêchements, des amputations, comme je le disais, citoyennes, qui sont absolument incroyables. Je vais donner un exemple précis. Une jeune femme dans notre dernière enquête qui avait été retenue justement dans les oraux de Sciences Po d'excellence. Et lors de l'oral à Sciences Po Paris, on lui a demandé de répéter, de parler un peu plus fort. Et on lui a dit, mais pour quelqu'un du 9-3, vous n'avez pas du tout d'accent. Donc là, on n'est pas du tout sur le lieu de résidence, on va au-delà. On est sur quelque chose d'extrêmement important. Des enseignants en Seine-Saint-Denis qui, lorsqu'ils désirent effectuer des sorties scolaires, que ce soit les loisirs ou même culturels, bien que les loisirs sont aussi culturels, et inversement, mais on leur dit, vous êtes le collège Le Noir? Ah non, en fait, non. J'ai bien regardé dans l'agenda, on n'a pas de place pour des sorties avant la rentrée prochaine. Donc vraiment, la question de la péjoration territoriale en lien avec la question de la stigmatisation, pour reprendre la définition que vous aurez avant qu'on pose la question dans le chat de Reuters, sur ce que ça fait aux personnes en termes de stigmatisation et d'empêchement de droit. Et cette jeune fille, il n'y a même pas que le droit, elle dit que depuis, ça fait 1 an qu'elle a arrêté ses études parce que elle est complètement démotivée et elle est encore en état de choc par rapport à la manière dont elle a été traitée. Alors, on parlait de l'évolution de la réglementation qui accompagne les évolutions sociétales. Ça nous permet de glisser sur la partie suivante de cette webconférence. Une fois qu'on a clarifié ces concepts, intéressons-nous un peu à l'histoire des discriminations. Ahmed Serraj, d'où viennent les discriminations? Alors, deux axes un peu d'une perspective historique. D'abord, l'axe qui est l'histoire de la France. L'histoire de la France, c'est l'histoire des colonies, c'est l'histoire de la Shoah, c'est les histoires d'immigration, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la domination masculine. C'est toutes ces histoires-là qui fabriquent un imaginaire collectif qui, dans ce que va analyser et présenter Johanna Dagorn, participe des représentations et de la perception qu'on a des autres et qui, quand ça passe à l'action, devient une discrimination. Donc, on a toute cette perspective historique. Alors, bien sûr, nous, on intervient fortement auprès des établissements scolaires, dans les collèges, les lycées professionnels, les CFA, les maisons familiales et rurales. Et il est important de partager ces histoires-là avec, comme vous avez démarré avec une vidéo de jeunes, et donc de partager ces histoires-là avec notre jeunesse, parce qu'en fait, l'enjeu derrière ces histoires, c'est que l'ensemble de ces histoires sont les histoires des uns et des autres. Ça veut dire que c'est pas parce que je ne suis pas femme que l'histoire de la domination masculine, c'est pas mon sujet. C'est pas parce que je ne suis pas noir ou que je ne suis pas descendant de cette histoire-là
que l'histoire de l'esclavage, c'est pas mon histoire. C'est pas parce que je ne suis pas juif, et l'actualité nous percute fortement pour là aussi dire que c'est pas parce que je ne suis pas juif que l'histoire de la Shoah, c'est pas mon histoire. Et donc, ces questions-là, elles renvoient à des sentiments d'appartenance collective. Ça veut dire que toutes ces histoires, elles nous appartiennent, sont des histoires. Patrick Boucheron, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, a sorti un ouvrage qu'il a réédité sur l'histoire mondiale de la France. On est la France parce qu'on est relié au monde et parce qu'on est relié à toutes ces histoires-là. Et je crois que ça, c'est des éléments aussi, non seulement de transmission, mais de débat, de discussion, pour participer aussi à faire évoluer l'imaginaire collectif, mais aussi déconstruire un certain nombre de préjugés et de stéréotypes. Et puis pour resserrer, alors bien sûr, il y a historiquement des associations que SOS Racisme a fait des testings au début des années 90 en direction des boîtes de nuit pour démontrer effectivement la réalité et l'effectivité des discriminations. Et puis on a l'Europe, on a 2 directives européennes, une directive travail et une directive race, une directive travail qui, elle, en 2000, va concerner le code du travail, l'accès à l'emploi, la vie professionnelle, la formation, la promotion, etc. Et puis une directive, la loi du 16 novembre 2001, elle est liée initialement aux critères de l'origine, c'est-à-dire les Françaises et Français qu'on considère comme encore des étrangers et qui sont discriminés dans l'accès à l'emploi, logement, le bien. Et donc ces 2 directives-là vont être transposées dans le droit français. Et c'est comme ça qu'on va avoir une loi en matière de lutte contre les discriminations, en fait, qui est une obligation des normes européennes. On a une réaction peut-être sur cette dimension historique Oui, tout à fait. Et on a la question du sexisme et du racisme qui est dans les critères de discrimination, a quand même une histoire excessivement longue et compliquée. Peut-être là où je vous rejoins totalement, encore une fois, c'est que c'est important dans vos approches, comme vous dites, de faire société, c'est-à-dire de faire projet. On est trop dans des questions de sécession actuellement, où les personnes, quelles qu'elles soient, en fait, se comparent en termes de privilèges entre personnes qui sont aussi discriminées ou reléguées socialement, et dans des projets contre, non pas des projets pour, ce qui est absolument catastrophique. On le voit dans certaines manifestations qui se font contre des individus et non pas pour. Et donc ramener que la question justement des discriminations, elle doit faire sens pour tout le monde et de manière complètement collective. Je vous rejoins totalement. Peut-être expliquer aussi que dans les discriminations, très souvent on fait des différences, mais la différence, elle n'est pas problématique en tant que telle, contrairement à ce que nous feraient penser certaines personnes. Pour discriminer, il faut poser des hiérarchies sur ces différences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la question du blanc est la norme de manière globale, je parle en tant que sociologue, eh bien, de manière euphémisée, on fait des hiérarchies. Lorsqu'on dit, par exemple, que le masculin l'emporte sur le féminin, dans mes cours d'amphi, quand j'ai 150 étudiantes et 5 étudiants, je suis censée normalement employer le masculin entre guillemets neutre. Et donc, le 3e point, c'est que ces hiérarchies, sinon ça marcherait pas, il faut les légitimer socialement. Et vous l'avez très bien dit, à travers l'histoire, on les a légitimés avec la puissance aussi des institutions. Je ne vais pas revenir sur la question de l'orientation scolaire, mais c'est quand même quelque chose qui va légitimer socialement et de manière forte ces hiérarchies. Peut-être repartir sur ce que l'on a dit tout à l'heure, sur la question des représentations sociales. Vous l'avez bien dit, les discriminations, c'est une pratique. C'est ce que l'on fait de manière directe, indirecte, ou de manière intentionnelle ou non. Mais ce qui est important aussi, c'est par contre aussi ce que l'on pense, c'est-à-dire la question des stéréotypes, des préjugés. Le problème, c'est que dans la plupart du temps, lorsqu'on parle de discrimination, on parle non pas de préjugés, mais de stéréotypes. Les stéréotypes, c'est quoi? Ce sont des choses qui sont renforcées socialement, ce qui fait que si on vous montre le contraire, eh bien, vous n'allez pas changer d'avis. Que lorsque on vous montre le contraire, si c'est un préjugé, eh bien, vous pouvez
facilement changer d'avis. On le voit sur la question du handicap au travail, par exemple, ou lorsque les chefs d'entreprise embauchent une personne en situation de handicap, ça leur fait changer la question des salariés en situation de handicap. Lorsque c'est un stéréotype, c'est plus compliqué. Je vais prendre un exemple, c'est-à-dire que vous allez remettre les personnes sur une identité figée à un moment donné et vous allez expliquer tous les comportements en fonction de cette identité figée, ce qui parfois n'est pas forcément compris par le grand public étant donné qu'on décontextualise la chose. Je pense à ce footballeur l'année dernière qui a été rappelé par l'arbitre en disant le noir. Il est évident, en plus en écoutant l'arbitre, qu'il n'avait pas une intention de discriminer. Mais à ce moment-là, pour l'expliquer dans la question des identités, le joueur de foot se sentait pas noir, il était joueur de foot et on l'a ramené à cette identité qui serait entièrement stable. C'est-à-dire que c'est comme si moi je suis sociologue, mais que très vite vous me ramenez à ma situation de femme. À ce moment-là, c'est pas d'identité que j'ai demandé à ce moment-là. Vous avez déjà dit quelques mots l'un et l'autre sur cette question des effets. Johanna Dagorn, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler des effets sur les personnes? Alors, théoriquement, il y a si ça vous passionne sur les effets, donc on a parlé de ce que l'on pensait, des représentations sociales, des pratiques, de ce que l'on faisait, et maintenant des effets. Si vous êtes intéressé de manière théorique, mais vous aurez un diaporama à l'issue, avec des définitions plus précises que celles que j'effectue actuellement, sont les travaux sur la menace du stéréotype qui sont extraordinaires et qui montrent que lorsque vous ramenez quelqu'un à une identité, comme j'ai dit par exemple, eh bien, non pas les compétences, mais les performances vont diminuer. Et plus la menace est importante, plus la discrimination est historiquement longue, eh bien, plus les compétences se retrouvent diminuées. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple très trivial. Si je commence à essayer de faire un créneau et qu'on me dit femme au volant, etc., eh bien, je vais me sentir non pas excellente conductrice que je suis, bien sûr, mais femme, et je risque de paniquer. C'est la même chose qu'il se passe, donc les effets se retrouvent sur les personnes. Et les travaux sur la menace du stéréotype montrent que lorsque les jeunes et davantage garçons dans les quartiers prioritaires ont sans arrêt des contrôles aux faciès, etc., eh bien, ça leur donne une défiance vis-à-vis des institutions encore plus grande, des angoisses, qui fait qu'ils peuvent se retrouver dans des logiques anti-institutionnelles. Je dis pas ni asociales, parce que j'estime qu'on est toujours dans une société donnée. Donc, ça peut être important. Deuxièmement, sur les enquêtes qu'on peut mener, eh bien, ça a des effets sur le fait de, par exemple, de ne plus avoir confiance aux institutions. Et ce qui est terrible dans les quartiers prioritaires, ce sont les personnes qui en ont le plus besoin des institutions, qui ont cette défiance vis-à-vis d'elles. Donc la question de l'aller vers semble importante, mais comme vous le dites également, d'être vertueux, parce que lorsqu'on a un agent, une agente d'un service public qui ramène une personne à une identité figée, par exemple, ou qui tutoie, eh bien ça va avoir des effets ensuite sur l'avenir et le reste. De plus, ça va également déclencher des émotions. Nous sommes des êtres d'émotions, même si en tant que des animaux plutôt plus près de l'espèce humaine, en tout cas, les émotions, on essaie souvent de les réprimer, mais elles débordent à un moment donné. Il faut bien qu'elles se transforment. Et donc, on pose des questions sur ce que ça fait aux personnes. Et on a un glissement actuellement où on est passé davantage d'émotions de la honte, de la culpabilité à la colère. Et cette colère, il faut bien qu'elle s'exprime, comme on peut le voir assez régulièrement. Donc, on en fait quelque chose de ces émotions-là. Alors, Ahmed Serraj, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce que Johanna vient de dire, peut-être en nous parlant de la question de la place des victimes? Oui, alors peut-être deux mots, parce que Johanna Dagorn a évoqué la question de l'ordre public et du contrôle aux faciès, et dans le sujet de la maîtrise aussi de la lutte contre la discrimination sur les territoires,
il y a aussi comment on fait monter en compétence la police et la gendarmerie sur ces questions-là. Parce qu'en fait, on l'a pas encore évoqué, mais la lutte contre les discriminations, c'est le combat pour l'égalité. Et l'égalité de traitement, c'est ce qui structure historiquement les politiques publiques. Une politique publique, un service public, sans le principe d'égalité de traitement au cœur du dispositif, ce n'est plus du service public, ce n'est plus de la politique publique. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et donc, nous, à une époque, on formait les officiers de police judiciaire à la direction départementale de la sécurité publique de Gironde sur deux questions, le contrôle sur la voie publique et le recueil des plaintes dans les commissariats. Et donc, il y a un sujet important dans ce qu'on appelle la relation entre les citoyens, moi je parle pas de population, de citoyens et des citoyennes et des forces de l'ordre ou des agents de l'ordre public. Il y a un vrai sujet autour de ça et il y a matière là aussi par rapport à la maîtrise des acteurs sur les territoires. Les acteurs sur les territoires sont aussi les acteurs de l'ordre public. Sur la question de la place des victimes, dans le terme de discrimination, il y a crime. La discrimination, ça ne se voit pas peut-être, mais c'est une action criminelle. C'est une action d'une extrême violence. Il y a un éminent psychiatre, Daniel Sibouni, qui parle de mort symbolique. Dire à l'autre qui est différent, qu'on le recrute pas, qu'on lui accorde pas telle promotion, tel logement, tel bien au service, c'est lui dire qu'il n'existe pas. Et ça, c'est d'une extrême violence. Et on a difficilement conscience de la violence, de la répercussion que ça peut faire. Moi, à une époque, j'ai été délégué du procureur au pôle antidiscrimination du tribunal de grande instance à Libourne et à Bordeaux, et j'avais des procureurs qui étaient très très engagés sur le sujet. Ils portaient la question, mais finalement il y avait une difficulté dans la prise de conscience de ce que ça pouvait, comment ça pouvait toucher les personnes dans leur dignité, dans leur humanité et dans leur singularité et leur différence. Donc la question de la place des victimes, en tous les cas, elle est centrale. Si on fait deux pas en arrière sur la question des territoires, la maîtrise des territoires, c'est aussi de rendre visibles les acteurs des territoires en matière de lutte contre les discriminations. Ça veut dire que si je suis victime ou potentiellement victime de discrimination sur un territoire, il faut que je sache à qui je vais pouvoir m'adresser. Et ça, c'est important. La question de la place des victimes, c'est aussi le sujet de la perte de confiance en nos institutions. On a évoqué l'ordre public, la police, la gendarmerie, la justice. Il y a aussi, par rapport à la question de la place des victimes, comment on travaille le regain de la confiance des citoyens et des citoyennes dans nos institutions. On le verra un peu plus tard. On a des données nationales, mais au niveau local, on en a pas vraiment, on en a très peu. Il y a des personnes qui se sont résignées à porter plainte, à faire des démarches parce que finalement, elles peuvent éventuellement considérer que ça ne sert pas à grand chose. Et puis, la place des victimes, le coût de la discrimination, on le verra un peu plus tard, sociétal, c'est un élément. C'est un gâchis sociétal en termes de faire société. C'est une vraie question. Alors, on a parlé des effets sur les personnes, mais ces discriminations, vous en parliez à l'instant, ont également des effets plus globaux, plus généraux sur la société dans son ensemble. Donc, avant d'en discuter avec nos invités, on vous propose de visionner une petite vidéo. C'est une intervention de Julien Talpin, qui est sociologue, sur le lien entre le sentiment de discrimination et de crise démocratique. Donc on se retrouve juste après la vidéo. Moi je suis frappé dans les enquêtes que je mène de constater la centralité du sentiment de discrimination dont sont victimes les habitants. C'est-à-dire que notamment la question de l'abstention à Roubaix s'est posée de façon tout à fait centrale, puisque les taux d'abstention sont très importants. Et moi quand je mène des entretiens, alors que ça ne porte pas directement sur cette question-là,
assez rapidement, les gens me disent « moi j'irai voter le jour où toi et moi, on aura les mêmes chances de trouver un travail ou de réussir dans la vie ». Et en même temps, moi, je peux pas leur jeter la pierre. C'est-à-dire que on peut comprendre qu'à force de trouver des portes closes, il y a une forme de ressentiment qui se crée. Et donc, je crois qu'il y a une nécessité aujourd'hui de prendre à bras le corps cette question de la discrimination qui est si structurante dans la vie des gens. Après, qui peut se rencontrer dans l'accès à l'emploi, qui se retrouve dans l'accès à certains services, que ce soit l'entrée dans les boîtes de nuit, qui se retrouve aussi dans les contrôles aux faciès qui sont menés par la police et ça crée évidemment de la souffrance et du ressentiment chez une partie de la population. Je crois que tant qu'on n'affrontera pas cette question véritablement de front, la population aura du mal à se sentir véritablement représentée par la classe politique ou les associations, puisque cette question-là est au centre de leur vie quotidienne. Et donc, moi je crois que c'est un des éléments qui explique ces difficultés d'engagement et ce qu'on peut appeler la crise de la représentation à Roubaix et bien au-delà aujourd'hui en France. Comment vous réagissez, Ahmed, par rapport à cette vidéo et qu'est-ce qui a changé finalement depuis 10 ans? Ou est-ce que c'est... Ou pas? Oui, elle est d'une grande actualité. Il n'y a pas... Ce que dit Julien Talpin est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Et il est clair que on l'a pas encore fait, mais le lien entre... la lutte contre les discriminations et les valeurs de la République et de la laïcité sont des liens extrêmement intimes, je dirais. Pour pouvoir se sentir appartenir à des valeurs, à des principes communs, il faut se sentir aussi légitime et avoir une place pleine et entière en tant que citoyen et citoyenne. Et donc, la lutte contre les discriminations participe aussi fortement à créer ce sentiment d'appartenance à une société, à une entité, à des valeurs de la République, au principe de laïcité, et inversement, si on est discriminé, si on est au quotidien régulièrement dans les faits et gestes de sa vie quotidienne, on est dans un rapport d'être traité différemment et défavorablement, on peut se questionner sur ce sentiment-là d'appartenance à la citoyenneté, à la liberté, à l'égalité, la fraternité, à la sororité, la laïcité. Mais ça renvoie aussi à cette question de comment la discrimination, et c'est aussi un élément d'actualité, elle réduit la personne à une part de ce qu'elle est. Johanna Dagan l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes toutes et tous multiples de cultures, d'identités, de connaissances, de contradictions, d'appartenance, et le sujet de la discrimination, il vient réduire le citoyen ou la citoyenne à une part de ce qu'elle est. Et là aussi, comme stratégie de survie, des individus renvoient à la société ce qu'on attend de ce que on voit comme image en tant que femme, en tant que noir, en tant qu'habitant un quartier, en tant que musulman, en tant que arabe, en tant que homosexuel. La discrimination, elle est aussi quelque chose qui réduit la richesse et la pluralité de l'humanité que nous sommes les uns et les autres. Johanna, est-ce que vous voulez réagir sur cette dimension de coût sociétal finalement Oui, et moi, est-ce que les tendances qui se durcissent et qui se sont donc empirées depuis l'interview de Julien Talpin, d'ailleurs, je vous invite à lire son dernier ouvrage qui est absolument incroyable, et donc lui, il évoque la question des discriminations systémiques et des inégalités sociales en même temps. Ce qui est terrible, c'est qu'actuellement,
la France est contre les statistiques ethniques, mais pour autant, on essentialise à longueur de temps. C'est-à-dire que, et on péjore. Encore une fois, je reviendrai sur la question que on nomme des personnes comme étant problématiques. On entend, je ne vais pas le citer parce que je lui ferai trop d'honneur. En sociologie, on dit que identifier ses ennemis, c'est les reconnaître. Donc, je ne donnerai pas de nom, mais on peut entendre que si l'école ne marche pas, c'est parce qu'il y a trop de femmes à l'intérieur de l'école. Ça, je réponds augmenter le salaire des enseignants, il y aura davantage d'hommes. On entend aussi que la question de la délinquance, c'est telle ou telle population, mais par contre, on oublie de dire que tous les travaux dans le Caire et dans une précarité libérale absolue sont également issus de la même population qui est nommée. Donc moi, je trouve que dans la parole publique, il y a un durcissement de la stigmatisation et des groupes de manière extrêmement importante. Pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure sur les victimes et répondre à l'une des questions qui était sur la question des mouvements militants. Actuellement, on trouve dans nos enquêtes 4 stratégies, entre guillemets, pour les victimes, 4 approches. Une approche fataliste, mais pourquoi je vais aller porter plainte, à quoi ça sert? Deuxième approche, c'est une approche relativiste. Mais ça arrive à tout le monde, c'est tout le temps. Donc, c'est normal. Donc, en fait, plus elles sont importantes, plus on va les banaliser, ce qui est terrible. Et ce qui va également augmenter le sentiment d'impunité des auteurs et de banalisation du côté des victimes. Une approche pédagogique ou militante, pour reprendre la question de Julie Pérez dans le chat, qui dit, en fait, ou on va faire du collectif dans une association, ou alors, on va enseigner soi-même, on peut également militer individuellement. On a de plus en plus de recours dans ce sens-là. Et la quatrième, qui est celle qui augmente le plus, c'est l'approche défiante. C'est-à-dire les politiques publiques, ils pensent qu'à être réélus, ils s'en foutent de nous, qui sont des choses qui reviennent très régulièrement et qui sont quand même, encore une fois, inquiétantes parce que ça veut dire que le recours aux droits et aux institutions et même à leurs droits les plus fondamentaux sont de plus en plus éloignés. On a clarifié les concepts, on a parlé de l'histoire des discriminations, de leurs effets, mais on va s'intéresser maintenant concrètement sur à l'ampleur des discriminations et aux réalités observables aujourd'hui. Ahmed Serraj, est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères nationaux et peut-être régionaux, même si j'ai entendu déjà que vous nous disiez que les données locales et régionales étaient moins importantes, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères de ce que représentent les discriminations, peut-être dans quelques-uns des grands domaines qui s'appliquent, l'emploi, l'éducation, le logement, par exemple? Alors, en fait, nous, notre repère, c'est le rapport de la défenseur des droits, qui est un rapport annuel et qui donne là plus des éléments d'ordre nationaux, que sont les réclamations reçues par la défenseur des droits et d'un point de vue local ou régional, pour avoir en plus échangé avec le pôle régional de la défenseur des droits, il n'y a pas vraiment de données. Les données supposeraient régionales, supposeraient qu'il y ait un réel travail de coordination et de partenariat entre les services de police, les services de gendarmerie, les pôles antidiscrimination au niveau des tribunaux, en lien aussi peut-être pour enrichir les données statistiques de la défenseur des droits et des pôles régionaux. Et donc du coup, on a chaque année là les derniers éléments de 2022, donc et c'est une tendance qui se confirme. Le premier critère, le principal critère, je dirais, discriminé, c'est le critère de la situation du handicap, qui représente 20% des réclamations auprès de la défenseur des droits. Le critère de l'origine à 13%, et puis ensuite on a l'état de santé, la nationalité, le sexe, l'âge, la vulnérabilité économique, qui est un critère assez récent dans la loi, mais qu'on voit que les citoyens et citoyennes commencent
à prendre conscience et à se saisir aussi de ce critère-là. Et voilà, donc on a fortement ces 3-4 critères qui reviennent assez fortement au niveau des réclamations. Et puis sur la répartition des domaines, effectivement, c'est l'emploi qui vient en premier à 24%, l'emploi privé, l'emploi public à 17%. Ça veut dire que là aussi, en matière d'emploi public, il y a quand même une tendance assez forte en matière de discrimination. Les biens et services privés, 15%, l'éducation et la formation. La défenseur des droits, depuis quelques années maintenant, fait une note spécifique sur la question de la relation avec les services publics. Et là, il y a un vrai sujet, parce qu'en fait, dans les missions qui incombent aux défenseurs des droits, il y a une veille en quelque sorte sur les services publics, et on a, en termes de réclamation, fortement, ça monte avec la dématérialisation des services publics, etc., etc. On a des réclamations plus en matière d'accès aux services publics, prises dans le prisme des discriminations. Et puis, au-delà des statistiques ou des données livrées annuellement dans le rapport de la défenseur des droits, alors on a en 2016, le gouvernement avait fait un testing auprès des entreprises, des grandes entreprises, Renault, Adecco, etc., etc. Et donc, et là, on avait fait la démonstration. Alors, initialement, on ne devait pas. Vous pouvez expliquer ce que c'est le testing? Alors, un testing, c'est quand c'est fait par des acteurs comme nous, un centre de recherche, une association. Ça veut dire que on va prendre une cohorte de personnes avec l'ensemble des critères qui sont identiques. Si on fait une recherche d'emploi, eh ben on va prendre un nombre de personnes déterminées qui vont remplir toutes et tous les mêmes critères qui répondent à l'offre d'emploi, et on va la seule variable, le seul critère qui va changer, c'est un des critères qui renvoie aux 25 critères de la loi. On est femme, on habite un quartier, on a un nom et prénom à consonance étrangère, on est en situation de handicap, et on voit comment on répond. Est-ce qu'on voilà, et là on a des qui sont pas récentes, mais on a des qui ont une dizaine d'années. On a voilà des testings sur un nombre très important en direction de plusieurs entreprises. Là, c'est fait par le CNRS du chercheur, la sociologue parisien, dont le nom m'échappe là immédiatement. Dans tous les cas, non, ça va me revenir. Et donc après les testings qui sont faits par le gouvernement procèdent de la même méthodologie. Ça veut dire qu'on garde les critères à l'identique, et puis on fait varier le critère dont on veut faire la démonstration de la discrimination. SOS Racisme a fait des testings ces derniers temps, à la fois sur l'accès au logement auprès d'agences privées, mais aussi par le Airbnb, les plateformes. Et donc là aussi, la démonstration, on peut vous mettre en ligne les résultats de ces testings. Donc la question de l'objectivation ou de l'ampleur des discriminations, on la mesure chaque année à travers différents canaux, même si le canal, je dirais, central, c'est la défenseur des droits. Mais la vraie question par rapport à cela d'un point de vue local, c'est comment on fait en sorte que les citoyens et citoyennes vont déposer plainte, se font accompagner par des associations
des avocats osent écrire au procureur de la République, osent aller déposer plainte. Et là aussi, l'enjeu de ce type d'action que nous menons, c'est aussi la maîtrise sur les territoires, c'est aussi ouvrir des espaces où les victimes puissent être accompagnées pour pouvoir porter plainte ou signaler des situations de discrimination. Je peux rebondir, oui. C'est bien la grande différence entre la question des enquêtes de victimation, interroger les personnes et regarder les statistiques officielles, parce que ça ne dit pas en criminologie la question du chiffre noir des violences. Et pour preuve, dans toutes nos enquêtes arrive en premier critère de discrimination depuis 2 ans le racisme, en deuxième le sexisme et pas nécessairement le handicap. Et avec une augmentation du racisme qui est absolument abominable, d'autant plus dans un contexte post-MeToo où on devrait avoir la question des discriminations liées au sexe qui devrait en principe arriver en premier. Or, c'est la question du racisme. Pour revenir au droit, quand il y a une idéologie, quand on sait qu'on est raciste, eh bien, on connaît davantage la loi et on essaie justement d'être discriminant en toute légalité. Je m'explique. Actuellement, des personnes en Seine-Saint-Denis nous ont relaté lors des entretiens que leur employeur n'arrêtait pas de leur répéter qu'ils votaient Rassemblement national. C'est complètement légal et voire même la loi sur les discriminations protège la question des partis politiques. Ça fait partie des critères de discrimination. Donc c'est amener à une ambiance, en fait, une ambiance de harcèlement, de discrimination qui est complètement légale. Mais par contre, ça ramène ces personnes, encore une fois, aux travaux sur la menace du stéréotype. C'est leur répéter sans arrêt qu'ils sont noirs, arabes, etc. et que leur place n'est pas dans cette entreprise-là, mais en toute légalité. Et en termes de tendance, vous nous avez donné quelques chiffres qui sont des photographies de l'année 2022. Les enquêtes, c'est pareil, c'est un sondage en fait de la situation auprès d'un panel de personnes. De tendance, qu'est-ce qu'on observe? Ça empire, ça régresse, les discriminations. Est-ce que ça dépend de certains critères? Il y a certains critères sur lesquels on pense que ça augmente, d'autres qui sont Oui. Moi, ce que je trouve dans notre approche socio-criminologique, c'est-à-dire approche témoin, le contexte, combien il y a de personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait autour, le nombre d'auteurs de harcèlement et de victimes. On trouve à peu près en nombre le même victime, le même pourcentage de victimes de discrimination dans nos enquêtes depuis maintenant 10 ans avec la même méthodologie. Donc c'est comparable. Par contre, là où on a un changement, c'est sur l'inaction des témoins en fonction des critères de discrimination. Les personnes victimes de racisme ont des témoins qui, pour 15%, se mettent à participer à l'événement. Donc on a une augmentation d'actes contextuels plus importante sur des critères bien définis. Sur la question du sexisme, on a davantage d'augmentation d'intervention des témoins. Donc, comme quoi, la prévention et la mise à l'agenda politique et médiatique permet d'inciter les témoins, mais les témoins, ce sont vous, c'est nous, ce sont les citoyens et les citoyennes, d'agir. Sur la question de l'homophobie, on voit aussi de plus en plus de témoins qui interviennent. Donc, il y a des critères sur lesquels les choses évoluent de manière favorable et d'autres, comme celle du racisme, qui évolue de manière extrêmement défavorable. Et sur la question du racisme, lorsque les témoins interviennent, je pense à une logique de prévention, c'est pas par empathie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est par solidarité. C'est parce qu'eux-mêmes ont subi des discriminations racistes ou un membre de leur famille. D'accord. Joanna Dagand, si l'on s'intéresse maintenant à une dimension plus territoriale des discriminations, est-ce que tous les territoires sont concernés de la même manière ou est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, je vais comparer dans les enquêtes qu'on a pu mener, il y a des spécificités. Et j'ai presque envie de dire tant mieux, ça veut dire qu'il y a un espoir, ça veut dire que les politiques publiques et locales peuvent changer la donne. Dans notre enquête à Pau, par exemple, c'était la question de l'âge qui revenait régulièrement. Donc on a tenu ceci en compte dans les préconisations.
À Rennes et à Bordeaux, c'était davantage la question du sexisme avec une augmentation du racisme qu'on voyait venir, parce qu'on a mené une enquête à Bordeaux Métropole sur le sentiment de discrimination en 2020. On pourra vous donner les références. Voilà les références. Également en Seine-Saint-Denis, là c'est la question encore une fois de la péjoration territoriale, et avec des traitements terribles qui sont complètement légaux, c'est-à-dire des jeunes qui racontent et des jeunes blancs qui disent mais moi quand je vais avec mes copains dans les magasins de Seine-Saint-Denis, on me fouille pas mes affaires, on fouille les affaires de tous mes copains, et pour autant c'est complètement légal. Donc on voit la question vraiment, je reviens sur la Seine-Saint-Denis, la péjoration territoriale, ça a été quand même quelque chose d'extrêmement étonnant pour nous et qu'on n'avait pas vu dans aucune ville enquêtée jusque-là. Est-ce que les quartiers politiques de la ville, on en a parlé un peu depuis le début en filigrane, est-ce que les quartiers politiques de la ville sont des territoires à part du point de vue des discriminations, selon vous? Le problème, c'est qu'une grande partie, une grande partie des discriminations se fait à l'extérieur des quartiers politiques de la ville. Je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis. On peut s'ostraciser, avoir des moments de violence importants, se comparer, hein, mais en tout cas, l'accès aux privilèges, etc., il est à l'extérieur pour une grande partie de ces quartiers. Donc, il faut aussi travailler sur ceux qui ont le plus de pouvoir, et la plupart du temps, ils sont justement externes à ces quartiers. Mohamed, sur la question des quartiers populaires, quelle est votre perception des discriminations sur ces territoires singuliers? Alors, juste une petite précision quand même par rapport au contexte, et est-ce que ça a augmenté ou diminué? Il y a quand même un élément assez terrible, c'est la banalisation du racisme. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on s'autorise tranquillement à tenir des actes, des propos, des injures racistes. Je dis ça pour contextualiser aussi et localiser. Ces derniers mois, un certain nombre d'associations ici à Bordeaux, en métropole, ont été taguées par des associations racistes avec l'affichage de leur nom, etc. Je les citerai pas, je ferai comme Johanna Dagorn, mais voilà, on a quand même quelque chose de l'ordre d'une banalisation d'actes racistes qui est assez troublant. Nous, par exemple, notre association, elle a plus de 30 ans d'existence et on est là dans nos locaux depuis 90, et c'est la première fois de cette manière-là qu'on a été tagué. Et donc il y a quand même quelque chose qui est inquiétant, qui est même troublant par certains aspects de la banalisation d'actes de propos à caractère raciste. Alors, pour aller un peu plus loin, être complet, il y a eu une première instance de procès, et on a vu là les magistrats convoqués à la barre, donc les auteurs de ces actes-là. Ils n'étaient pas tous présents, mais en tous les cas, l'exercice de la justice a rempli pleinement son rôle et sa fonction. Donc voilà, il y a sur les... Johanna, un mot de réaction, oui, de prolongement? Juste pour compléter, ce qui est dramatique en plus, c'est qu'il y a de moins en moins d'associations antiracistes, donc il y a moins de contre-pouvoirs en fait. Autant il y a énormément d'associations féministes, on sait très bien que si on sort des horreurs sur les femmes, il va y avoir toutes les associations, et je ne peux que m'en féliciter, féministes dont la rue est nombreuse, sur la question des mouvements antiracistes, ils sont moins organisés que les mouvements féministes, ce qui fait beaucoup moins de contre. Bon, on va pas ouvrir un débat entre c'est pas intéressant du tout, mais on connaît un peu localement le sujet, et on a un collectif d'une 40aine d'associations qui se réunit assez régulièrement
sur ces questions-là en lien avec la lutte contre le racisme. Mais bon, après... Un mot sur les quartiers populaires. Quelle est votre perception des discriminations? On a parlé des territoires, vous avez parlé plutôt de métropole, hein, Rennes, Bordeaux, Seine-Saint-Denis. Mais quelle est votre vision sur ces quartiers populaires et l'état des discriminations par rapport à une moyenne nationale? Ce qu'on a vu, on s'éloigne progressivement de la crise sanitaire 2020-2022, mais voilà, l'INSEE très rapidement en Seine-Saint-Denis avait donné des données assez caractéristiques de la situation de discrimination en quartier politique de la ville, notamment dans un sujet qui n'était pas vraiment un sujet, qui est celui de l'accès aux soins et à la santé. Donc la situation, je dirais, de la crise sanitaire est venue aggraver, voire accélérer certaines discriminations en territoire politique de la ville. Sur les questions d'éducation, ça a été rappelé tout à l'heure, sur les questions d'accès à l'emploi. On voit bien que les bassins d'emploi sont à l'extérieur des quartiers politiques de la ville. Donc la réalité des discriminations, elle est forte, elle est prégnante sur les territoires politiques de la ville. C'est pour ça que on l'évoquera là sur le sujet de la politique de la ville. Souvent, on se dit la politique de la ville, est-ce qu'elle sert, elle sert pas, etc. Et heureusement, moi je dirais que on a de la politique de la ville sur les territoires populaires. Autrement, qu'en serait-il de ce territoire-là en matière de logement, en matière d'éducation, en matière d'accès à la culture? Il y a un rapport qui a été remis récemment là au niveau métropole en bilan du dernier contrat de ville, qui montre bien comment la politique de la ville reste un instrument fort qui contient les situations d'inégalité et de discrimination. Et contrairement à une représentation là aussi qu'on se fait, c'est pas là où il y a le plus de moyens et de financement en matière de politique publique, bien au contraire. Donc là, voilà, la réalité effectivement. Et puis la réalité en matière de discrimination, c'est aussi la question des services publics. C'est un sujet là aussi incontournable. Quand on n'a plus rien, la dernière ressource qui nous reste, c'est le service public. Et quand vous êtes en territoire politique de la ville, effectivement, il y a une difficulté réelle en termes de rupture d'égalité de traitement en matière d'accès aux services publics. L'école, par exemple, parce que vous l'avez évoqué, Johanna, d'accord, l'école coûte 30 à 35% moins cher en quartier politique de la ville que sur le reste des territoires. Johanna, un mot et on passe à la suite. Oui, et ce qui est terrible, c'est que sur la question même du sentiment de discrimination, en quartier politique de la ville, ils ont des enseignants qui sont mutés très souvent contre leur gré. Et ça se ressent aussi malgré tout le travail extraordinaire que font les enseignants, c'est pas mais qui sont là contraints. Et ce sont ce qu'on appelle les profs starters, c'est-à-dire que lorsque vous êtes muté quelque part et que vous pensez revenir dans votre ville d'origine, eh bien, vous vous engagez pas de la même manière. Et quand bien même vous pensez à des projets, vous allez les penser sur le court terme. Et ça, les élèves maintenant, comme on est plutôt sur des questions de comparaison, le sentent très bien et le disent. Nous, on n'a pas les mêmes chances, on n'a pas les mêmes enseignants qu'ailleurs. Et la question aussi, vous l'avez évoqué, la question des discriminations à la santé, elle est terrible. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, vous appelez SOS médecins parce que justement vous voulez pas aller à l'hôpital. Eh bien, SOS médecin vous dit, vous êtes où? En Seine-Saint-Denis. Ah ben non, il faut aller dans une permanence à Paris. SOS médecin refuse de venir dans ces quartiers aujourd'hui en 2023.
Et maintenant, on va passer au passage à l'action et de voir comment les territoires s'emparent, ou peuvent s'emparer de cette question de la lutte contre les discriminations. Donc, Ahmed Serraj, quel regard vous portez sur la manière dont des territoires se sont organisés, se sont emparés de ces questions-là pour faire avancer ces questions-là et commencer à agir en mettant en place une stratégie, des actions avec des opérateurs. Quelques mots sur ce que vous avez pu observer et accompagner sur certains territoires de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce qu'on peut dire, c'est que en Nouvelle-Aquitaine, il y a quand même une spécificité, voire une originalité, une singularité en matière de lutte contre les discriminations. Hein. Les territoires, nous on a accompagné au début du dernier contrat de ville 2 territoires, parce que les contrats de ville devaient s'adosser à des plans de prévention et de lutte contre les discriminations. Et donc, certains l'ont fait, d'autres l'ont pas fait, d'autres l'ont fait, ne l'ont pas réellement réalisé. Et du coup, on avait, nous, accompagné 2 territoires, le territoire de Coutras et de Sainte-Foy-la-Grande. Et effectivement, là aussi, on sent un réel besoin sur les territoires. Donc là, c'est des territoires ruraux, hein, la nouveauté de la politique de la ville depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est la ruralité aussi qui est concernée par la politique de la ville. Et donc, ces territoires ruraux sont aussi dans une attente et un réel besoin de parler d'égalité de traitement et de lutte contre les discriminations dans le champ de l'éducation, dans le champ du sport, de la santé. Quand on est à Coutras et qu'on veut faire un contrôle médical, il faut attendre, il faut aller à Bègles, etc. Il y a des incohérences, des choses justes. Et ces éléments-là vont être pointés au moment de la réflexion et de la conception d'un plan de prévention et de lutte contre les discriminations, la question de l'éducation, de l'école, de l'emploi en relation avec mission locale, Pôle emploi, et puis les différents autres acteurs que sont les associations, le peu d'associations qui agissent sur ces territoires-là, parce qu'effectivement, c'est des territoires qui sont peu maillés hein, en termes d'acteurs et de structures associatives. Et donc, vous avez cité deux exemples de collectivités qui sont rentrées en politique de la ville en 2014, mais est-ce qu'à votre avis, c'est un sujet qui est beaucoup investi par les collectivités? Ma question elle porte sur une longue période, mais on va jusqu'à aujourd'hui. La question de la lutte contre les discriminations. Non, comment vous qualifiez l'investissement des acteurs et des collectivités? L'investissement des territoires, c'est là aussi, on a démarré avec la question systémique, c'est comment on répond système. Et répondre système, ça veut dire qu'il y a un ensemble d'acteurs qui est mobilisé pour soutenir, accompagner, dynamiser les territoires. Et ça, on le voit quand on a mis en place ce travail à Coutras et à Sainte-Foy-la-Grande. On a eu là de présent toute une série d'acteurs qui sont venus. On peut prendre un autre exemple, le Grand Périgueux, hein, qui aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine a assez progressé, avancé en matière de lutte contre les discriminations et de prise en compte de cette question-là au niveau territorial sur des champs relativement différents. La semaine dernière, on était avec Périgord Habitat, on y retourne mardi prochain à l'initiative du Grand Périgueux. Donc les territoires, quand ils se saisissent, il faut les accompagner, il faut maintenir l'énergie, parce qu'autrement d'autres priorités émergent, d'autres difficultés émergent, et la question de la mobilité est une vraie question. La question de la gentrification, on l'a un peu évoqué en préparant ce webinaire, comment on a éloigné progressivement des citoyens et citoyennes, voilà, à conditions sociales d'une vulnérabilité économique en périurbain, voire en ruralité, hein, et du coup il y a toute une série des femmes seules avec enfants, et donc on a des situations en matière de trajectoire territoriale
qui contribuent ou qui participent fortement à renforcer les situations de discrimination. Donc, on ne peut pas dire que les territoires ne sont pas disposés à travailler sur cette question-là, mais il faut vraiment les accompagner, les soutenir. C'est là où tout le rôle de l'État, hein, c'est ce qu'essaye de faire la DREETS au niveau Nouvelle-Aquitaine, c'est ce que essaye de faire la région aussi Nouvelle-Aquitaine sur les territoires, mais c'est vrai que dire que les territoires vont se saisir d'eux-mêmes de ces questions-là, bah ça c'est pas du tout une évidence et on a pu l'expérimenter. On a travaillé avec le Bergeracois, la communauté d'agglo du Bergeracois, sur des communes de 4000, 5000 habitants et cette préoccupation-là, un exemple, on a un maire d'une commune de 5000 habitants qui est en train de réfléchir à accueillir 350 logements supplémentaires sur sa commune et dans le travail initié par le Grand Périgueux en appui avec Boulevard des Potes, etc. et d'autres, eh ben, il a envisagé de mettre en place un travail sur la question de l'égalité, de la lutte contre les discriminations dans l'accueil de nouvelles et de nouveaux citoyens et citoyennes. Donc là, il y a dans la réponse systémique, il y a aussi comment se mettre en mouvement les acteurs que nous sommes sur les territoires. Alors, il y a des territoires où c'est moins évident que d'autres, hein. Là, il faut aussi être prudent. Limoges Métropole, signataire aussi du contrat de ville, Limoges Métropole va s'adosser d'un plan de prévention et de lutte contre les discriminations. Il y a plus de 800 agents à Limoges Métropole et donc ils vont décider de former, donc on a contribué à ce travail-là, des ambassadeurs et ambassadrices de lutte contre les discriminations, de mettre en place une cellule de veille interne quand des situations de discrimination peuvent se poser. Et puis, ils ont sensibilisé l'ensemble des agents de la collectivité. Donc, c'est un peu toutes ces questions-là qui demandent du temps, de l'énergie, de la persévérance et puis une capacité aussi à influencer les territoires sur ces questions-là. Autant il y a, et comme on l'a dit, une banalisation d'un certain nombre de sujets nauséabonds, autant dans la réalité des territoires, et je pense qu'il faut le dire fortement ça aussi, il y a une réelle volonté de l'ensemble des acteurs de se rapprocher des questions de lutte contre les discriminations, d'égalité de traitement. Alors Ahmed Serraj, justement, si on essaie de se concentrer sur les leviers d'action qui sont à la disposition des territoires, vous nous avez fait comprendre que il y avait une diversité de niveaux d'avancement, on va dire, en Nouvelle-Aquitaine sur le sujet. Un territoire qui souhaite démarrer finalement, se saisir de cette question et commencer à travailler. Quels sont les leviers à sa disposition? Vous en avez cité déjà, je pense, quelques-uns, mais peut-être est-ce que vous pouvez nous brosser un portrait un peu large? Et puis aussi au travers de cette question, peut-être ce qui serait intéressant, peut-être que vous développiez comme idée, c'est cette histoire de coopération avec les acteurs, avec les ressources qui sont sur le territoire ou mobilisables au niveau du territoire. J'ai cru entendre dans ce que vous disiez que les territoires qui réussissent, ben on se rend bien compte dans ce que vous nous racontez qu'ils ont construit des partenariats autour d'eux, ils savent aller chercher la ressource, etc. Donc finalement, est-ce que ces coopérations, est-ce qu'elles sont aujourd'hui opérantes, pas opérantes? Est-ce qu'il faut les mettre en place? Voilà, quel levier d'action pour un territoire qui souhaiterait agir? Alors, un des premiers leviers d'action qui a été renforcé par le dernier plan national de lutte contre les discriminations, c'est celui de la formation de l'ensemble des acteurs. Et donc nous, on a au Boulevard des Potes une formation des acteurs au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Chaque année, on a 1 ou 2 cycles et on forme des acteurs aussi hétérogènes que présents sur hier toute la journée. On avait la première journée du cycle 2023. Donc la question de la sensibilisation et de la formation, elle est nécessaire, elle est indispensable, elle est incontournable. Voilà ce qu'on fait cet après-midi, de quoi on parle, comment pouvoir
qualifier une situation de discrimination, si on veut mener des politiques publiques, des politiques régionales, si on veut ouvrir une permanence d'accueil, il faut être en capacité à minima de diagnostiquer de ce qui relève ou de ce qui relève pas d'une discrimination. Ensuite, effectivement, les élus sur les territoires jouent un rôle important, donc il faut vraiment que le portage politique sur ces sujets-là, alors c'est l'égalité de traitement. Hein. Souvent, quand on commence à discuter, on a l'impression que le sujet de la lutte contre les discriminations, c'est un sujet qui concerne quelques citoyens et citoyennes engagés sur cette question-là. Non, la lutte contre les discriminations, c'est l'égalité de traitement. Donc, les élus doivent être exemplaires sur ces questions-là. Alors, nous, on a notamment avec le Grand Périgueux, mais aussi avec la mairie de Talence, on a formé des élus en charge de ce sujet-là, mais pas que. Et puis après, les dynamiques de réseau et de coordination sur les territoires s'appuient d'abord en matière il y a dans tous les tribunaux judiciaires, il y a un pôle antidiscrimination où est présent ou présente un ou une procureure. Hein, la dernière rencontre qu'on a faite avec une cinquantaine d'acteurs à Angoulême le 27 juin, on avait la procureure du pôle antidiscrimination qui était présente. Il faut savoir qu'au niveau de la police nationale, il y a un référent ou une référente lutte contre les discriminations qu'on peut saisir. De même au niveau de la gendarmerie nationale, la défenseur des droits, il y a une déclinaison par territoire, donc il y a des personnes qui sont bénévoles, hein, qui tiennent. Donc il faut savoir où sont les permanences, à quel rythme elles sont et à quels horaires, etc. pour pouvoir y aller. Mais je crois que le pôle régional ici en Nouvelle-Aquitaine est en train de faire un travail de visibilité hein, de ces permanences-là au niveau des territoires. Et puis on avait une instance à laquelle nous, on avait fortement participé, c'était la COPEC, hein, la Commission pour l'égalité des chances et la citoyenneté. Aujourd'hui, ça s'intitule la CORA. Mais là aussi, pardon de le dire comme ça, il y a matière à dynamiser des instances qui font rencontrer des acteurs qui, a priori, n'ont pas grand-chose à avoir à faire ensemble en matière d'égalité et de la lutte contre les... Nous, si on a pu faire à un moment donné des formations au niveau de la direction départementale de la sécurité publique, c'est parce que on siégeait auprès du préfet, du procureur de la République et du directeur académique au niveau d'une instance qui faisait là légitimement rencontrer des acteurs associatifs, des élus, l'éducation nationale, à l'époque c'était la direction du travail, etc. etc. Donc il y a aussi comment on dynamise des coordinations institutionnelles alliant à la fois des acteurs publics, des acteurs privés, ce qui permet par ailleurs, quand on a des situations de victimes de discrimination, de savoir très rapidement à qui on s'adresse, comment on accompagne les personnes. Nous, souvent, il nous arrive, parce qu'on a une permanence sur le sujet, d'appeler tel commissariat, tel référent de la police, saisir tel procureur. Alors, il y a une question dans le chat qui suscite de l'intérêt, donc on vous la relaye. Quelle position doit adopter le médiateur social face à des attitudes discriminatoires? Alors c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre dans le temps de ce webinaire, mais quand on est un médiateur social et qu'on veut s'outiller sur cette question-là, qu'est-ce qu'on fait? La position du médiateur ou de la médiatrice sociale, c'est l'accueil, bien sûr, parce que le médiateur et la médiatrice sont au contact des citoyens et citoyennes, donc il y a tout le travail de l'accueil de la personne qui est victime ou supposée victime de discrimination. Donc d'abord, c'est de bien comprendre la qualification en matière de discrimination. La position, c'est aussi d'avoir une bonne connaissance de qui agit sur le territoire en matière de lutte contre les discriminations. Et puis, c'est aussi avoir la possibilité ou se sentir légitime de pouvoir saisir telle ou telle autorité judiciaire ou de police ou
ou de gendarmerie, mais en tous les cas, je sais pas, la collègue là qui pose la question, on a monté une action avec la DRETS et on a régulièrement là des journées de formation des médiatrices et des médiateurs sur comment effectivement le positionnement des médiatrices et des médiateurs sur leur territoire peut agir en matière de lutte contre les discriminations. Très bien. Johanna Dagord, vous avez également accompagné différentes collectivités. Vous nous avez partagé un peu quelques résultats des enquêtes que vous avez menées sur ces territoires-là, en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs en France. Vous les avez accompagnés aussi au déploiement d'une stratégie en matière de lutte contre les discriminations. Quels sont les différents niveaux auxquels les collectivités peuvent agir? D'abord, le niveau qui a été évoqué en fonction de la métropolisation des villes, hein, qui est la question là, non pas en termes de discrimination directe, mais la question du droit à la ville, qui doit se travailler, là je pense aux travaux de Lefebvre, qui sont extraordinaires, au niveau territorial avec les métropoles et la gentrification également autour de ces villes et les déplacements des populations en milieu rural qui est plus ou moins désertifié, avec des personnes qui en plus arrivent de quartiers très urbains et qui ont un habitus urbain, ce qui les éloigne encore plus du rapport aux institutions. Et pour être plus brève, dans nos enquêtes, donc on accompagne les villes comme Pau par exemple actuellement, ou la ville de Maubeuge, ou Saint-Denis ou Rennes, dans le déploiement des préconisations. Nous les effectuons en fonction des actions de prévention ou de lutte, ce qui n'est pas la même chose, mais il faut travailler sur les deux. Donc avec ce qu'on appelle la prévention primaire, qui vont être par exemple des campagnes de sensibilisation à l'échelle d'une commune, d'une métropole, à destination des témoins, des victimes potentielles, des auteurs également. Une prévention secondaire, je la fais très vite parce que je vois que le temps tourne. À la prévention secondaire, ce que fait le Boulevard des Potes, notamment avec des formations auprès de tout public, et donc tout public, ça veut dire aussi des auteurs potentiels, des agents de la ville, des contrôleurs, contrôleuses, dans une visée de témoins, et non pas forcément auteurs, afin d'éviter une culpabilisation qui permettrait de ne pas avancer non plus, dans la mesure où une grande partie des discriminations se font de manière intentionnelle et indirecte. Et puis aussi afin d'éviter une stigmatisation, d'où l'épine prévention tertiaire, qui va être davantage en fait du l'ordre de la lutte, qui est la responsabilisation des auteurs, à travers des rappels à la loi et des sanctions, parce qu'encore une fois, on a de plus en plus d'auteurs de discrimination qui sont dans une idéologie stable et qui nécessitent à ce moment-là non pas de la prévention, mais de la coercition et une loi extrêmement ferme. Alors, si vous permettez, juste pour être complet par rapport au levier à la disposition des territoires, dire aussi que les leviers, c'est aussi les politiques publiques et les politiques régionales. Et participant au Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Aquitaine depuis 6 ans, l'Assemblée a mis en place un groupe de référents et de référentes égalité, lutte contre les discriminations, pour chausser les lunettes de la LCD d'égalité femmes-hommes à chaque fois qu'un avis est à donner sur telle ou telle politique régionale, toute thématique confondue. Et je remercie Karen Barr de sa participation, qui est la chargée de mission qui contribue tout à fait absolument à ce travail-là au niveau de... Parce que c'est important que les politiques en prise publique et régionale soient imprégnées de l'orientation, voire même dans les budgets aujourd'hui au niveau de la région, voir comment les budgets de la région puissent intégrer fortement les budgets, ce qu'on appelle les budgets genrés en matière d'égalité femmes-hommes, mais aussi en matière de lutte contre les discriminations. Donc là aussi, c'est un levier au cœur des enjeux des politiques publiques et des politiques régionales. Johanna, avant de passer à l'action sur un territoire, donc il y a une dimension d'observation pour comprendre les phénomènes. Est-ce que c'est facile d'observer des phénomènes de discrimination dans un territoire, en sachant qu'il y a du multi-échelle, il y a un quartier, il y a une ville, il y a une agglo, il y a un département? Est-ce que c'est facile de travailler là-dessus et d'accompagner des collectivités ou d'autres institutions commanditaires?
On a une méthodologie qui est nos enquêtes de victimation et qui permettent le problème de donner une photographie à un instant T. Je pense à Rennes qui nous rappelle pour refaire une enquête après le Covid et après les événements qu'on peut avoir. C'est facile lorsque les acteurs et les actrices de terrain, vous l'avez dit, sont mobilisés autour. C'est-à-dire que dans une commune comme Rennes par exemple, ou Bordeaux, où tous les acteurs et actrices sont extrêmement coordonnés, c'est d'une facilité, ce sont eux qui font le travail en gros. Par contre, là, c'était une nouveauté pour nous à l'échelle d'un département comme celui de la Seine-Saint-Denis, c'est extrêmement compliqué. Et donc, on a été obligé pour la première fois d'effectuer dans les préconisations et la mise en œuvre de ces préconisations, trois thématiques principales qui sont le sexisme, le racisme et la question de la péjoration territoriale, et également des champs qu'on a été obligé de mettre en priorité, qui sont actuellement l'emploi et la scolarité, ce qui les deux sont en fonction. Peut-être qu'en 2024, 2025, d'autres thématiques reviendront. Donc, c'est facile lorsque il y a un maillage territorial entre les personnes, entre le politique de manière globale, les associations et les personnes concernées. À ce moment-là, lorsque ce triptyque est bien organisé, on avance beaucoup plus facilement. J'anticipe un peu sur les modules 3 et 4, mais je fais un peu de teasing pour la suite du cycle. Une fois qu'on a identifié ces enjeux, comment se fait le passage à l'action? On va pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, mais est-ce que vous auriez un ou deux conseils à donner pour passer de ces observations partagées par la communauté d'acteurs? Et comment on fait pour passer la troisième là et vraiment passer à l'action et rentrer dans de l'opérationnalité? Il faut une volonté politique forte et prioriser les actions. On ne peut pas partir sur un plan de discrimination avec les 25 critères en se disant on va travailler les 25 critères pendant une année. Il faut prioriser et ça se fait de manière concertée, encore une fois, avec les associations, les institutions. C'est pas non plus à une institution seule de décider telle ou telle priorité parce que ça ne marche pas non plus. Donc, encore une fois, prioriser de manière à déployer de manière plus, je vais parler en termes de LOLF, plus efficiente la priorité et les actions. Peut-être une dernière question, on s'approche de la fin de cette webconférence, mais une dernière question, mais qui est quand même extrêmement importante. Ahmed Serraj, il y a beaucoup de professionnels de la politique de la ville qui participent à cette webconférence aujourd'hui. On l'a dit en introduction, vous l'avez rappelé aussi, on est dans une période de redémarrage d'une nouvelle politique de la ville, d'élaboration de nouveaux contrats de ville à horizon 2030. Quel est votre regard sur les perspectives éventuelles que cette nouvelle période de politique de la ville ouvrirait? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la prise en compte de la LCD dans la politique de la ville et qu'est-ce qui se dessine? Est-ce qu'il y a des opportunités qui sont là ou au contraire des freins qu'il va falloir lever? Quel est votre regard là-dessus? Ce qu'on peut dire, c'est que il n'y a pas de politique publique en matière de lutte contre les discriminations au niveau national. Il n'y a pas de déclinaison nationale. Et depuis pratiquement le départ, c'est la politique de la ville qui porte la lutte contre les discriminations. Et donc ça, c'est un élément qu'il faut préciser. On a vu, le sujet de la politique de la ville, malgré la mobilisation des agents, des services au niveau locaux de l'État, aussi bien en département qu'en région. Et je dis heureusement qu'il y a cette énergie, cette mobilisation-là. Mais c'est vrai que on a attendu, il y a une longue transition avant qu'un nouveau contrat de ville soit engagé. Et il n'y a pas de remise en question sur les principes, je dirais, classiques de la politique de la ville, mais il y a une réelle difficulté de visibilité, en tous les cas, de ce que va devenir la politique de la ville dans les années à venir. Ce qu'on voit, c'est que les territoires
sont de plus en plus en difficulté. Les territoires politiques de la ville sont des territoires de pauvreté, il faut le dire fortement. Les derniers rapports de l'INSEE, etc., montrent que la situation est extrêmement vulnérable d'un point de vue économique sur ces territoires. Et du coup, l'action positive, donc la lutte contre les discriminations, reste au cœur des enjeux de la politique de la ville. Et je crois que là, on ne peut pas. Il faut être au rendez-vous. En tous les cas, il faut être au niveau des enjeux que sont les enjeux d'égalité et de lutte contre les discriminations, mais plus fortement parce que la politique de la ville, à travers l'angle de la lutte contre les discriminations, c'est aussi l'ouverture d'espaces de dialogue, d'espaces d'échange, de confrontation. Toutes les actions que nous menons, y compris pays quartier Nouvelle-Aquitaine, c'est comment on crée des lieux et des espaces qui permettent à des acteurs, mais aussi à des citoyens et citoyennes, de pouvoir à un moment donné libérer une parole de quelque chose qui fait difficulté ou qui est force de proposition d'un point de vue citoyen et démocratique. Et la politique de la ville reste au cœur de ces enjeux-là. En tous les cas, nous, on restera mobilisés et en force sur le sujet de la lutte contre les discriminations au niveau des territoires et les méthodologies d'action. La question qui est juste avant, en fait, les territoires que nous accompagnons, on voit bien que la réalisation, elle est au rendez-vous. Le Grand Périgueux a fait un testing il y a pas longtemps sur des agences privées, sensibilise les bailleurs sociaux, fait un travail sur l'accès à la santé. Donc il y a, et ça c'est par le levier de la politique de la ville aussi. Donc la politique de la ville reste, en tous les cas pour nous, un bon outil en matière d'intervention et de réalisation concrète d'actions de lutte contre les discriminations. Ahmed Serraj et Johanna Dagorn, merci beaucoup pour vos contributions, vos interventions. On va maintenant clôturer cette webconférence et accueillir sur ce plateau Marie-Pierre Brun qui va nous rejoindre et du coup je vais lui céder ma place. Merci Laurence de m'avoir accompagné dans la co-animation de ce webinaire. Donc on accueille Marie-Pierre Brun qui prend place. Bonjour Madame Brun, vous êtes responsable du service politique de la ville à la DRETS Nouvelle-Aquitaine. Donc merci d'avoir accepté de clôturer ce premier webinaire. Et je vous laisse la parole pour donc clôturer, le cas échéant réagir à ce que vous avez entendu. Mais peut-être pour commencer, nous expliquer aussi les motivations de l'État régional, membre évidemment administrateur de pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine, les motivations de l'État pour lancer un cycle de qualification sur la lutte contre les discriminations dans cette approche territoriale. Alors tout à fait, on a eu cette idée, alors déjà suite à un premier constat, c'est-à-dire que ça faisait plusieurs années, je crois 4 ou 5 ans, que PQNA n'avait pas organisé de cycle de qualification sur ce sujet. Donc on s'est dit que c'était quand même l'occasion de relancer un cycle de qualification puisque c'est un sujet, on l'a vu, qui évolue. On a des critères nouveaux qui apparaissent. Ahmed Serraj a parlé aussi de dynamique territoriale qui évolue. On a des événements aussi, Johanna Dagorn l'a souligné, qui peuvent amener des questionnements soudains ou en tout cas des problématiques soudaines. Donc on a souhaité dans un premier temps surtout réactualiser ces éléments et aussi très objectivement vouloir s'en parler. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, je crois qu'il faut pouvoir nommer les choses, reclarifier aussi certaines notions. Ça a été fait au tout début, dire ce qui est, ce que c'est, ce que ça n'est pas. Pouvoir aussi s'informer sur les nouvelles ressources qui existent parfois sur nos territoires, puisque on a une très grande région, donc il est parfois aussi difficile de repérer tous les acteurs qui œuvrent.
Donc c'est aussi le moyen aussi de savoir et d'avoir à connaître pour nous peut-être des acteurs que l'on ne connaît pas, en tout cas vu de notre place à la DREETS, et dans l'idée effectivement de pouvoir amener des actions, en tout cas les pérenniser, mais aussi peut-être développer des synergies, de nouvelles actions sur le territoire, puisqu'on voit bien que c'est un sujet qui nous anime. Alors, voilà, il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler de sujets de discrimination. C'est un sujet qui est très très présent aujourd'hui dans l'actualité. Donc, il nous est apparu très important de s'en parler. Et on n'a pas choisi un format de café pour s'en parler juste sur un temps. Je parle de café puisque PQNA organise des cafés sur les temps de pause méridienne. On a voulu être un peu plus ambitieux avec un cycle voilà, qui va s'inscrire sur la durée. On espère qu'en tout cas, ce premier cycle vous a plu et on va continuer avec effectivement un plateau plutôt composé d'acteurs aussi pour se repérer dans le paysage des acteurs. On va aussi essayer d'avoir une approche assez concrète en mettant en valeur des actions de terrain, aussi parfois des outils, puisqu'on a des acteurs qui créent des jeux pour participer de la prévention, etc. Donc, essayer de donner à voir tout ça. Peut-être aussi promouvoir des actions qui pourraient être relayées dans les territoires. On a parlé de cette formation qu'on a lancée auprès des médiateurs sociaux, justement, avec Boulevard des Potes, pour pouvoir toucher l'ensemble des 89 médiateurs sociaux de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on y travaille, puisqu'on a quand même 12 départements, donc ça met du temps. Mais en tout cas, c'était cette volonté-là, et dans l'idée de ce prolongement vers l'action. Alors, on a quand même des orientations nationales. On a une députée girondine qui est aujourd'hui au gouvernement en charge de ces questions, avec un décret qui date du mois d'août. On a les annonces du CIV qui ont parlé de discrimination dans plusieurs domaines, on va dire. Alors effectivement, notamment le domaine de l'emploi, mais pas que. Avec l'idée, moi j'en retiendrai deux, mais l'idée de mise en place de baromètres des discriminations. Alors, il faudra en voir effectivement la déclinaison opérationnelle, et j'espère que ça sera effectivement au niveau national, qu'on puisse aussi faire des comparaisons entre territoires. Et puis aussi la notion de testing, alors là des testings qui seront mis en œuvre par la DILCRA d'après les annonces du CIV, notamment pour l'accès, en ce qui concerne l'accès au logement, à l'emploi et au prêt bancaire. C'est ce qui a été indiqué dans les annonces de ce CIV. Voilà. Donc j'ai retenu pas mal de mots qui sonnent, en tout cas quand on travaille dans le domaine de la politique de la ville, la péjoration territoriale notamment. Et effectivement, moi, je pense que ce sont des sujets qu'on a traversés aussi assez récemment. C'est cette trajectoire, vous le disiez, de la honte, culpabilité vers la colère. Voilà, on a des phénomènes qui se produisent et qu'il nous faut décoder de façon plurielle. C'est aussi le choix qui a été fait aujourd'hui. On avait une approche sociologique, une approche aussi juridique, avec des acteurs assez anciens qui peuvent aussi parler des trajectoires, puisqu'il faut aussi parfois se mettre à la page aussi, pas que sur les notions de droit ou de critères définis dans le droit, etc., mais aussi sur notre jeunesse. Elle ne porte peut-être pas aujourd'hui cette question de la même façon que le portaient les générations précédentes. Donc, je crois que c'est aussi important. On a aussi eu cette vidéo avec la parole des jeunes, et c'est important d'entendre effectivement ces jeunes, parce que c'est eux qui vont porter ce combat avec les évolutions, avec leur regard aujourd'hui dans la société de nous. Merci Marie-Pierre Brun pour ce mot de clôture. Merci encore à vous deux, Ahmed Serraj, Johanna Dagorn, et votre participation aujourd'hui, mais aussi votre aide à la conception et à la mise en œuvre de ce cycle de qualification. Donc la restitution de ce webinaire vous sera transmise bientôt, dans les prochaines semaines, avec donc le replay et puis un certain nombre de ressources qu'on va vous partager ou repartager, en sachant qu'un certain nombre de ressources ont été distillées tout au long de ce webinaire cet après-midi. Le prochain rendez-vous, c'est donc le 8 décembre à 10h30 sous ce même format, sur la mobilisation des politiques publiques pour engager des démarches territorialisées. Je vois dans le chat qu'on parle d'élus. Si j'ai un mot à faire passer là, invitez, mobilisez vos élus pour les prochaines séquences, parce que ça a été dit tout à l'heure,
à plusieurs reprises. C'est vraiment une condition de réussite pour que on démarre quelque chose dans les territoires. Donc ces webinaires sont aussi faits pour eux. Donc n'hésitez pas à les mobiliser. Alors je suis convaincue qu'ils seront regardés, puisque quand on a choisi cette thématique, puisque la lutte contre la discrimination, on m'avait dit lors de l'évaluation, on n'en parle plus trop finalement, alors qu'on sait que ça reste un sujet. Pour rappel, il y a un replay aussi de l'ANCT qui avait organisé un webinaire au niveau national, et le collègue me disait ça a été un des webinaires les plus regardés. Donc on verra quelles sont quelle est la fréquentation des cycles ici en Nouvelle-Aquitaine, mais je pense qu'effectivement en Nouvelle-Aquitaine et autres, puisque d'autres personnes hors Nouvelle-Aquitaine peuvent être connectées. Et en tout cas, voilà, je pense que, faites la promotion et j'espère qu'on aura du monde. On vous donne rendez-vous le 8 décembre et parlez d'ici là de cet événement à venir. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci.